rien. De retour dans l'Africa Newsroom, Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, et notre éditorialiste Djemal Taleb sont toujours avec nous. Et on poursuit autour de l'actualité sur ce renouvellement au Maroc à la tête de l'Istiklal, une direction désormais confiée à Nizar Baraka. Et c'est une large victoire pour l'ancien ministre face au secrétaire général sortant, Abdelhamid Chabat. Retour sur la victoire de celui considéré comme un homme de consensus dans ce sujet. Daïsatou Diamanka Beslant. Le parti de l'Istiklal, formation politique historique au Maroc, a un nouveau secrétaire général. Samedi à Rabat, Nizar Baraka a succédé à Hamid Chabat à la tête du parti depuis 2012. Il a été élu en remportant une écrasante majorité, 924 voix face à son rival, qui a récolté 230 voix lors du 17e congrès ordinaire du parti. Je pense que c'est un renouvellement qui est nécessaire. Istiklal, c'est le parti de l'indépendance. C'est un parti qui a perdu du terrain ces dernières années au profit du PJD. PJD, le parti islamiste, il faut le rappeler, qui perd beaucoup de terrain désormais et qui a montré finalement ses limites, se base sur des questions qui aujourd'hui freinent le mouvement global de développement du Maroc qui a été initié par le roi. Et aujourd'hui, il est nécessaire de revenir à des choses essentielles et je crois que Istiklal incarne cette nouvelle donne. Ex-ministre des Finances, Nizar Baraka occupe actuellement le poste de président du Conseil économique, social et environnemental. Par cette élection interne, il devient ainsi le 6e de la liste des secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête du parti de la Balance. Nizar Baraka a une légitimité sur 3 axes. La première, c'est une légitimité de sang, puisqu'il est le petit-fils de Halal El-Fassi, qui est un des fondateurs historiques d'Istiklal. Il est également un ministre qui a de l'expérience et qui a prouvé qu'il était compétent dans les fonctions qu'il a occupées. Et puis il est le renouvellement du parti dans le sens où il a engrangé aussi des victoires qui aujourd'hui font sa légitimité. Pour rappel, lors des élections législatives d'octobre 2016, le parti de l'Istiklal est arrivé 3e et ne participe pas à l'actuelle coalition gouvernementale. Alors, Nizar Baraka, petit-fils d'Halal El-Fassi, figure emblématique et chef historique du parti Istiklal. Djemal, est-ce que c'est le retour de la famille aux commandes de ce parti? Moi, j'ai envie de dire qu'il n'est jamais parti. En fait, les délégués de l'Istiklal ont choisi la prudence. La vieille garde a mis à la porte un trublion de la vie politique marocaine et de l'Istiklal en particulier. Ce parti est tout sauf un parti révolutionnaire, même s'il a un passé nationaliste et anti-impérialiste qui est réel, en tout cas anticolonialiste. Le nouveau secrétaire général est, comme vous l'avez dit, petit-fils d'Halal El-Fassi, l'une des figures nationalistes, anti-dirigeant de lui-même de l'Istiklal, une personnalité haut en couleur dans la vie politique marocaine et respectable au demeurant. Mais Hamid Chabat, qui vient d'être mis à l'extérieur, est un syndicaliste. Pour le coup, son arrivée était perçue comme étant une vraie rupture. Enfin, il est connu pour donner des coups assez particuliers à la vie politique et pour des propos pas toujours très politiquement corrects. Il a été celui qui a considéré que la Mauritanie est un État qui est un territoire marocain il y a 1 an ou 1 an et demi. Il a été jusqu'à revendiquer une partie des territoires sénégalais. Donc il est assez particulier, Hamid Chabat, dans sa conception. Mais enfin, le parti de l'Istiklal est un parti calme. Il n'aime pas tellement qu'il soit secoué de cette façon-là. Donc du coup, ils ont pris un jeune qui est un technocrate intelligent, qui a le bon niveau, qui a sans doute le profil de l'emploi. Enfin, ils ne sont quand même pas sortis dans la situation. Et puis la situation électorale n'est pas très bonne. Ça a été dit dans le sujet. Le parti est arrivé au 3e ou 4e à l'élection. Il ne participe pas à la coalition. Il perd du terrain sérieusement. Et face à lui, le parti de la modernité et de l'authenticité, le vide, non pas le PJD, le PAM déjà, le vide sérieusement, et la concurrence face au PJD n'y est pas. C'est-à-dire qu'il est en train de lui arriver un peu ce qui est arrivé aux socialistes marocains, l'USFP, qui eux sont en train de vivre une léthargie très longue et probablement une période de cure d'opposition dont ils ont besoin. Cela dit, oui, la vie politique marocaine, c'est pas une très grande démocratie qui vit une vie démocratique, c'est pas vrai, mais le parti l'Istiklal est un parti qui vaut ce qu'il vaut et qui a, de ce point de vue-là, une légitimité
très forte dans l'histoire importante du Maroc et il vient de choisir le calme. En gros, la vieille garde a décidé de virer Chabat pour récupérer les choses. Et un peu ce qui est arrivé. Justement, défense des institutions, consolidation de la démocratie au niveau national et au sein du parti, asseoir aussi la position de l'Istiklal dans le paysage politique. C'est le programme du nouveau secrétaire général. C'est un retour là vers les fondamentaux du parti. Oui, c'est ce qui apparaît, parce que moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est le côté un peu renouvellement. Parce que quand on dit renouvellement, ça suppose pas seulement le renouvellement de visage ou des renouvellements d'une personne qui passe, enfin un changement de personne. Le renouvellement, ça suppose le renouvellement des idées. Il y a ça. Or, comme on vient de le voir, c'est plutôt une façon de répondre la main sur l'appareil du parti. Donc, à la vérité, moi, je doute un peu sur le côté renouvellement. C'est plus la reprise en main et puis pour revenir un peu sur recadrer le parti sur ses valeurs les plus traditionnelles ou ses valeurs classiques et puis aussi s'insérer dans le cadre de l'État puisqu'il faut renforcer les institutions de l'État et donc vivre aussi par rapport à son temps, à son époque, puisqu'il y a aussi dans son discours, il soulignait la nécessité de se battre contre le populisme qui est en train d'envahir un peu le monde, etc. Donc on voit qu'il y a une nécessité de jouer le jeu harmonieux de la vie politique au Maroc, puisque là-bas c'est la donne, c'est toujours le jeu politique doit être harmonieux, il ne faut pas faire trop de vagues, donc il y a de ça. Et puis moi je me demande surtout sur quel point il faudrait jouer pour précisément accrocher les électeurs. Puisque les électeurs ont besoin de plus de justice sociale, ont besoin de plus de présence, de prise en compte de leurs besoins de quotidien par l'État, et notamment par ceux qui prétendent à l'exercice du pouvoir. Et je pense que le parti de l'Istiklal, j'espère que je prononce bien, pourrait être à la hauteur de ces défis. Et j'insisterai sur le fait que le renouvellement, c'est sur le terrain des idées qu'on attend. Alors peut-être une toute dernière question. Le roi Mohamed VI l'a félicité. Je cite: ton engagement à défendre les principes du parti et ses valeurs et de l'efficacité dont tu as fait preuve durant les diverses responsabilités gouvernementales. C'est ce que le roi Mohamed VI a dit, des termes donc très élogieux. Est-ce qu'avec Nizar Baraka à la tête de l'Istiklal, cela pourrait peut-être in fine aboutir à un rapprochement avec l'actuelle équipe gouvernementale? Jemal. J'espère que dans la vie démocratique d'un pays, le rapprochement se fait surtout par la voie des urnes. Oui, pourquoi pas. Le parti de l'Istiklal est historiquement un parti de gouvernement, un parti de consensus. Il n'a jamais été, il n'est même pas dans ses gènes, il n'est pas fait ni fabriqué pour faire de l'opposition, ni s'opposer. Et encore moins à la monarchie marocaine qui l'a servi depuis toujours. Il faut se rappeler qu'Ala Al-Fassi, le grand-père de l'actuel, donc du nouveau président, est lui-même l'un des serviteurs zélés, j'ai envie de dire, mais en tout cas historiques, de la monarchie. Donc il est normal que le roi, dans cette position-là, soutienne. Enfin, j'ose croire que ce n'est pas le roi qui fait les coalitions, mais plutôt le gouvernement et la vie politique parlementaire marocaine. Alors, autre actualité, et ça sera notre grand angle, les perspectives économiques positives pour le continent africain. C'est le grand angle et c'est tout de suite. Et ce sont des perspectives économiques positives pour le continent africain attendues au terme de cette année 2017. La Commission économique pour l'Afrique table sur 3% de croissance contre 1,7% en 2016. Une légère embellie donc pour l'économie et ce après de longs mois de ralentissement. Siamlo Victoria Sedji. Les prévisions de croissance en Afrique en 2017 sont positives. Selon la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, Vera Songwe, le taux de croissance devrait se situer autour de 3% contre 1,7% en 2016. Des prévisions assez optimistes portées par les initiatives dans des domaines comme les technologies de l'information et de la communication, ainsi que des financements importants dans des secteurs comme l'énergie ou encore les infrastructures. Avec les investissements constitue donc le moteur de la croissance économique et donc nous avons des investissements en hausse
bien entendu, pour le compte de cette année 2017, c'est qu'il y a eu quand même de très grands travaux qui ont été, c'est que la politique de grands travaux qui a été mêlée au niveau panafricain de façon générale. Et bien entendu, il y a aussi le développement du commerce intra-régional. Il y a également de grandes avancées en termes de dynamique de la pauvreté. Aujourd'hui, on constate que la classe moyenne est émergente en Afrique, et donc cela permet de développer et de dynamiser davantage le commerce, la consommation intérieure. Cette croissance économique africaine est tout de même disproportionnée sur l'ensemble du continent. Avec des points d'écart plus ou moins significatifs, l'Afrique du Nord est en tête avec 3,5% en 2017 contre 2,6% en 2016. Elle est suivie de l'Afrique centrale 3,4%, l'Afrique de l'Ouest vient avec 3,1%. Enfin, l'Afrique australe encore n'a pas pu dépasser la barre de 2%. Car elle devrait se limiter à 1,8% de croissance. Vous savez que toutes les économies n'ont pas la même ossature. Vous savez que par exemple la zone d'Afrique du Nord, bien entendu, l'économie est beaucoup plus tirée par l'Égypte, qui pays maintient de gros investissements dans le secteur pétrolier. Donc cela contribue bien entendu à redorer en tout cas l'image de cette zone qui reste en tout cas fragilisée par exemple pour le secteur, avec les risques politiques. Mais en tout cas, à l'exception de la Libye, cette zone en tout cas présente vraiment de bonnes perspectives économiques. Malgré qu'il y a une certaine baisse des coûts des matières premières, les pays ont essayé d'adopter des systèmes pour essayer de s'adapter, donc pour pouvoir être un peu plus résilients. Au-delà des défis sécuritaires qui minent le continent, plusieurs analystes déplorent la faible diversification des économies africaines qui, selon eux, devrait permettre de stimuler les échanges intra-africains, mais aussi avec le reste du monde, tout en facilitant la transformation structurelle des économies. Alors donc ce résultat cache des réalités extrêmement différentes. On voit que par exemple certains pays d'Afrique de l'Est comme le Rwanda, l'Éthiopie ou encore le Kenya parviennent à dépasser les 3% de croissance. Leur croissance se situe plutôt aux alentours des 6%. Comment expliquer cette croissance à deux vitesses? Écoutez, je pense qu'il y a des pays qui essaient de diversifier leur économie. C'est-à-dire vous avez des pays comme le Rwanda, qui est souvent considéré comme un pays qui n'a pas de matière première, en tout cas stratégique, et qui mise plutôt sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et qui aujourd'hui est en train de créer d'abord, avant tout, un environnement propice aux affaires. Donc vous avez un État qui fonctionne, il y a des modalités, des mécanismes pour faciliter notamment l'accès au crédit, et puis la mise en place dans des conditions assez simples des entreprises, et puis il y a un effet, je dirais, il y a un cercle vertueux qui met en confiance les investisseurs pour venir et investir dans le pays, aussi bien dans des infrastructures stratégiques. Donc à partir de ces moments où vous n'avez pas que des matières premières, comme c'est le cas d'autres pays africains, qui vivent au gré des variations du taux. L'Afrique centrale, exactement, l'Afrique centrale, je pense par exemple au Congo-Brazzaville, le Gabon, et ces pays-là vivent au gré des fluctuations du prix du baril du pétrole. Donc à partir de ces moments-là, on ne peut pas avoir une croissance égale. Et donc il y a ça. Et aussi, il ne faut pas oublier que c'est que des prévisions pour l'instant. C'est que des prévisions. Alors moi, ce qui m'importe le plus, c'est le défaut de diversification de l'économie. Alors je me dis que jusqu'à quand ces pays, en tout cas les pays de l'Afrique centrale, ce n'est pas le cas du Rwanda ou encore de l'Éthiopie, puisqu'on voit que l'Éthiopie, c'est que récemment qu'on vient de découvrir certaines matières premières, c'est des pays qui arrivent à engranger une économie par la créativité, l'innovation, et aussi en créant des cadres structurés pour permettre aux investisseurs d'investir. Et dans les autres pays africains, on a plus affaire à une économie qui est plutôt une économie de rente. Et puis, surtout, il faut dire aussi que cette croissance, il faut trouver les mécanismes pour la réinvestir sur le plan interne, donc en diversifiant les activités et en créant les emplois sur le plan local. Jemal Taleb. Pour une fois, on a deux regards différents. Les agences de notation sont globalement très prudentes. C'est-à-dire que même sur ces prévisions-là, et Moody's, Standard & Poor's, toutes les autres agences donc, sont prudentes sur le continent africain. Alors que pour le coup, on a un rapport de la Banque mondiale qui est plutôt, pas positif, mais bienveillant. C'est la première remarque. La deuxième chose, c'est que nous avons une croissance africaine en 2016 qui était mauvaise, très mauvaise, 1,5%. Parfois un peu moins, encore c'est une moyenne, dans certains pays elle est même catastrophique. Elle est due donc évidemment un ralentissement général de l'économie, un coût assez élevé du pétrole et une baisse des matières premières. Nous sommes tous assez tributaires de ça.
En 2017, et vous avez raison de dire que ce sont des prévisions, enfin voyez-vous, les prévisions, ça fait partie aussi de la vie économique et on établit un budget aussi en fonction des prévisions. Et donc les prévisions sont plutôt bonnes. Alors évidemment, l'Afrique est disparate. La première remarque qu'on peut avoir, c'est que les géants africains ont une croissance déjà faible, aujourd'hui faible et des prévisions pas bonnes. Le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Nigeria est officiellement en récession. Ça veut dire que la croissance est négative. L'Afrique du Sud peine à avoir 1,1% dans un pays qui certes est assez développé, mais qui a besoin évidemment de beaucoup d'équipements et beaucoup de création de richesses et de valeurs. Qui était également en récession. 1,1%, c'est très faible. Et puis nous avons des pays, vous avez raison de le dire, ce sont des pays qui n'ont pas historiquement de richesses créées sur le sous-sol. L'Éthiopie, je prends le premier exemple pour moi, qui est un exemple important, qui est aujourd'hui la première usine africaine et probablement la première de demain. 110 millions d'habitants, un pays qui s'en sort formidablement bien, qui va devenir sans doute le grenier, mais en tout cas l'usine chinoise. Et puis après, vous avez raison de citer le Rwanda. Le Rwanda est l'exemple par essence ou par excellence de la bonne gouvernance. C'est-à-dire que comme quoi, quand on gère bien son pays, on a toutes les chances d'avoir le résultat qu'il faut. D'ailleurs, au demeurant, la démocratie, la croissance économique et la gouvernance ne sont pas toujours liées. On est d'accord. La Chine l'a déjà démontré, oui. Le Rwanda, mais moi je suis absolument un soutien illimité du président Kagame et j'admire absolument ce qu'il fait et de ce point de vue-là, j'en suis tout à fait content. Mais enfin, il y a les canards boiteux. Alors il y a un pays comme le Ghana qui avait une croissance économique très mauvaise. L'élection du président Nana a sans doute donné un espoir et on table sur une croissance assez importante de 4 à 7%. C'est-à-dire en tout cas que la dynamique économique est là. Et puis vous avez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays assez symptomatique. Pourquoi? Parce que pour nous, Ouest-Africains, elle est triplement importante. Elle est importante parce qu'elle nous pousse. Elle est importante parce que quand elle va bien, en général, ça a une incidence réelle sur toute la région. Et puis elle est importante, c'est que c'est le pays où on s'enrichit, non pas pour son sous-sol, mais par le travail de ses hommes et de ses femmes. Et donc la Côte d'Ivoire est de ce point de vue-là le pays qui est certes tributaire, lui aussi, non pas des exportations seulement, mais du prix des matières qu'il exploite, qu'il produit, c'est le marché, mais en tout cas c'est le résultat, c'est le fruit de la production des Ivoiriens. Et de ce point de vue-là, c'est un pays important. Mais enfin, je regrette toujours quand on fait des statistiques comme ça de ne pas parler du pays qui, de mon point de vue, est sans doute le plus important du continent africain de demain. C'est le Congo. Comme on dit, RDC, Kinshasa. Parce que je considère que voilà un pays qui fait, à mon avis, plus de 100 millions d'habitants, qui est sans doute le plus grand accident géologique du continent, qui est le plus grand grenier du continent, la plus grande réserve d'eau, d'électricité. Et si demain ce pays se réveille, vous n'entendrez plus jamais parler ni du Nigeria, ni de l'Afrique du Sud. Et encore une fois, définitivement, il faut que ce pays rentre dans le concert de la grande croissance, de la nécessité du virage de la croissance africaine, pour qu'encore une fois, nous ayons non pas 2, mais 3 moteurs. Alors, merci beaucoup. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.